Donc moi je m'appelle Pierre Barnarias. Écoutez, c'était un procès qui était difficile pour moi parce que je ne m'attendais pas à me retrouver devant un tribunal, puisque ça fait quand même 30 ans que je milite enfin pas je milite, mais que je travaille pour une information rigoureuse et vraiment respectueuse des personnes, et de me retrouver devant un tribunal correctionnel pour répondre de diffamation alors que tout était sourcé, ça m'a coûté. Ça m'a coûté parce que ça m'a fait mal pour mon métier, parce que moi j'ai réagi parce qu'il n'y avait pas aucune enquête sur rien depuis 6 mois, aucune enquête sur le scandale du Lancet, aucune enquête sur le confinement, aucune enquête sur le livre, sur toutes les informations de Christian Paronne. Et voilà, donc j'ai fait ce film, Hold Up, et j'ai fait la suite avec Hold On et Hold Out. Personne n'en a entendu parler, et qui confirme tous les propos de... Et puis j'ai oublié de dire que l'AFP avait quand même été mise en examen pour diffamation sur le film. Donc ça, je regrette vraiment de ne pas l'avoir dit, mais voilà, quand on est dans l'émotion, c'est pas simple. Ce film, il a été sabordé, il a été censuré en moins de 24 heures, et voilà, mais... moi, je ne me satisfais pas de ça. Ce que je trouve dommage, c'est que la suite qui corrobore un petit peu tout ce qui avait été dit dans Hold Up, c'est-à-dire Hold On et Hold Out, sur les effets secondaires et sur les vaccins, ça n'a rien fait, personne n'en a entendu parler. Mais c'est pas grave, c'est ainsi, c'est le jeu, quoi. Là, on m'a reproché d'avoir des propos, une diffamation par insinuation. Voilà, c'était des propos en disant que je portais atteinte à l'honneur du professeur Lacombe, parce que j'avais juxtaposé des interviews où elle était, et puis après d'autres interviews. J'ai du mal à le croire encore. Voilà. Il y a une liberté de quoi ? Une liberté d'expression. Oui, mais ça c'était dans l'ancien temps, ça. Ça c'était en 2019 ou en 2020. Ça, c'est fini maintenant. Oui, on a encore le droit, il faut continuer, mais voilà, maintenant l'étau se resserre quand même. On sait que dès qu'on sort du moule, dès qu'on questionne, de venir aujourd'hui questionner, vous êtes complotiste, vous êtes antisémite, vous êtes extrême droite, c'est juste monstrueux. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, et il faut faire avec. Et puis de toute façon, je suis convaincu que l'histoire dira. L'histoire est en train de se faire, elle n'est pas encore là. Et je pense que Et puis j'ai confiance dans la justice de mon pays. Allez, j'ai très mal pris. Pour moi, c'est la pire des insultes. Un complotiste, c'est quelqu'un qui arrive dans le délire, quoi. Alors que moi, tous les faits étaient sourcés, tous les faits étaient là, quoi. Donc il n'y avait pas de complot, il y avait juste une réalité. Donc voilà. Voilà, ça c'est l'anathème. Mais vous savez, aujourd'hui, à partir du moment où vous questionnez, où vous avez une voix différente, vous avez une opinion différente, vous êtes classé comme extrême droite ou antisémite. C'est grave. Et puis moi, j'ai été surpris d'avoir un certain Rudi Reichstadt à l'audience. Je me suis demandé ce qu'il faisait là pour dénoncer, pour encore me traiter de complotiste à tout va, alors que c'est juste triste. Oui, c'est ça. On coupe débat. Il n'y a plus d'expression, il n'y a plus rien. Voilà. C'est facile, ça arrange tout le monde. C'est bien d'avoir une seule ligne de conduite. Allez, obéissez. Rentrez dans les rangs. Bon courage en tout cas. Ligne de conduite, bonne ligne de conduite en tout cas. Continuez. Salut. Oui, bonjour. Donc je suis Xavier Zalbert, je suis le directeur de la rédaction de France Soir et aussi le directeur de la publication. Et il y a eu un petit incident tout en début d'audience parce que j'avais montré mes papiers attestant que je suis journaliste, notamment le fait que je suis inscrit sur les mentions légales du site de France Soir. J'avais aussi amené ma feuille de salaire avec moi et le cabis de la société, qui sont des pièces qui attestent de ma profession de journaliste. Et la présidente n'a pas voulu de cet élément comme élément justificatif, et ils ont demandé une carte de presse. Alors c'est quelque chose qui est, elle a le droit de le faire, mais ça entraîne un déni d'exercer mon métier. Et c'est ce que j'ai été faire valoir auprès de la procureure. J'ai appelé un de mes journalistes qui est venu me rejoindre à l'audience, qui est titulaire d'une carte de presse. Et cette suspension d'audience qu'il y a eu était pour aller justement exprimer auprès du procureur cet incident. Alors il se trouve que quand il s'agit de France Soir, on essaye de dire que je ne suis pas journaliste alors que la carte de presse n'est pas nécessaire, et ça a été déjà jugé, c'est écrit dans les médias, la carte de presse n'est pas nécessaire pour exercer le métier de journaliste, mais c'est un moyen, comme l'ont plaidé les avocats, de faire un bâillon. En fait, ce qu'on veut faire, c'est on a voulu empêcher que France Soir couvre cet événement parce que ça dérange que France Soir puisse donner
une autre voie, apporter une information qui est loyale, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est bâillonner la liberté d'expression. Et tout le procès que l'on a vécu aujourd'hui, et c'est ce qui a été fait dans la plaidoirie de la fin de Maître Héringuez, c'est une procédure qui vise à empêcher la liberté d'expression, à la contrôler, et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Je ferai donc valoir mes droits, parce qu'il est anormal qu'un tribunal empêche cette liberté d'expression, empêche un journaliste d'exercer son métier, et que si on impose un sésame d'une carte de presse comme étant l'élément nécessaire pour pouvoir couvrir une audience avec un dispositif électronique, de manière à pouvoir le couvrir en temps réel, eh bien, il va falloir se poser réellement la question de qui délivre la carte de presse. Parce que, bien sûr, c'est une autre forme de censure, et donc on censure, on contrôle la liberté d'expression au travers de ces moyens. C'est la même chose qui se passe sur les traitements précoces. Au niveau de la Covid, on les a censurés, ces traitements. Pour certains, on a censuré la voix des médecins qui avaient une autre voix, qui portait un débat scientifique posé et qui nous demandait justement qu'à traiter les patients. Mais quand on n'était pas d'accord, eh bien on nous faisait un procès en complotisme. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. François est traité par Maître Eolas, qui était justement dans l'audience. Il n'était pas avocat, mais il a pu, lui, librement commenter sur les réseaux sociaux et dénigrer François comme il sait très bien le faire. Il a pu librement le faire, alors que François n'a pas pu faire son travail. Et ça, c'est quelque chose que je défendrai parce que je considère que c'est inacceptable. Bien sûr, on m'a empêché de travailler et surtout, on a empêché le citoyen d'être librement informé. C'est-à-dire qu'ils ont un droit à être informés. Et on a empêché François de pouvoir délivrer cette information. Vous êtes présent dans l'audience, vous avez pu voir ce qu'il s'est passé, vous avez pu entendre ce qu'il s'est passé. Tout ce dont on parle ici, ce n'est pas de dénigrement, ce n'est pas de diffamation, c'est de contrôle de la liberté d'expression. Et quand on n'est pas dans le camp de Karine Lacombe, eh bien, on est dans le camp opposé. Et donc, c'est un combat politique, ce n'est plus un combat de la liberté d'expression, ça devient vraiment un combat politique. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de place dans une salle d'audience. Je pense que chacun peut en tirer ses conclusions. En tout cas, il y a un autoritarisme exacerbé qui affecte les gens qui ne sont pas d'accord avec le discours officiel. Tout ce que je demande, c'est que l'on débatte de ces éléments, parce que dès lors que l'on va imposer quelque chose à quelqu'un, il faut qu'on le prouve. Et tant qu'on ne prouve pas ces éléments, eh bien, il faut qu'on en débatte. Si on doit faire usage de l'autorité sans fait, sans base factuelle, eh bien, à ce moment-là, on devra se poser la question de savoir si nous sommes encore dans une démocratie ou si on est passé dans une forme d'autre chose, dans une démocratie autoritaire, ou même, comme vous l'avez dit vous-même, aller un cran plus loin. J'en discuterai avec les avocats pour savoir exactement la démarche que je vais suivre, mais en tout cas, je vais faire valoir mes droits de manière à ce que le travail des journalistes puisse être respecté, surtout parce que mon devoir, c'est de respecter les lecteurs, c'est de pouvoir librement les informer en temps réel, comme il se doit. Vous savez, comme Pierre Barnérias l'a dit, aujourd'hui, on peut le prendre de manière excessivement personnelle, ou on peut aussi en rigoler et le prendre comme une lettre de noblesse. Quand on voit la personne qui délivre les étiquettes en complotiste, qui s'appelle Rudi Reichstadt, il a l'air très très fier de lui quand il délivre ces étiquettes. Et quand on voit qu'il est financé à hauteur de 50% par des fonds publics, on peut se demander de l'usage de ces fonds publics. Et donc, on va demander une transparence à ce sujet-là. Donc, de mon point de vue, quand on me traite de complotiste aujourd'hui, je vais poser la question de quelle est la définition du complotiste. Et alors, ça serait intéressant d'en débattre. Peut-être qu'il faudra un jour en débattre à l'Académie française, pour savoir quelle est la définition. Il y a quelques personnes qui, de manière humoristique, de manière sarcastique, ont dit que c'était des gens qui avaient raison avant d'autres personnes. Alors, bien écoutez, si jamais c'est ça, c'est donc une lettre de noblesse. Mais si jamais c'est utilisé pour faire taire les gens, alors là, ça devient une insulte. Et je pense que ce dialogue doit vraiment avoir lieu. Je vous invite à lire l'édito que j'ai fait aujourd'hui qui s'appelle « Le virus de la guerre ». Parce que sincèrement, le virus de la guerre, si jamais on doit le soigner par une injection de ce qui s'appelle de l'ARN front,
C'est-à-dire qu'on envoie tous ceux qui ont le virus de la guerre, qu'on les envoie au front pour vérifier avec un essai clinique de savoir si jamais il y a des effets secondaires de la guerre, c'est-à-dire avoir des morts, ce qui est une certitude. Eh bien moi je vous invite à lire cet élément-là parce que ce procès en complotisme, qui est un procès contre la liberté d'expression, il s'étend à d'autres sujets de société aujourd'hui qui sont bien plus graves parce qu'il y va de la vie de nos concitoyens. Rudi Reichstadt. Ah oui, alors il se dit journaliste, mais en fin de compte, il veut exercer la possibilité de donner un droit de réponse comme bon lui semble. En fait, d'abord, c'est un droit. Le droit de réponse est de droit. Alors, il y a un format juridique à respecter. Et bien sûr, moi, j'invite tous les gens à avoir un débat, mais ce monsieur... bien sûr, refuse le débat avec des gens qu'il juge complotistes. Donc en fait, il s'octroie le droit de juger les gens et de refuser le débat. Donc en fait, il a les droits sans avoir les devoirs. Je lui rappelle que quand on est journaliste, le premier des devoirs qu'on doit faire, c'est de dire la vérité quoi qu'il en coûte, en respectant le droit du public de savoir la vérité, de voir l'information. Cette personne biaise l'information de manière constante, fait plus de la propagande et confond propagande et journalisme. Et aujourd'hui, il l'a encore prouvé dans la manière dont il s'est exprimé. Non, moi, d'abord, je n'enregistrais pas, parce que c'est interdit d'enregistrer dans une salle d'audience. J'utilisais mon téléphone avec le compte Twitter de François, juste pour faire un live Twitter qu'on m'avait permis de faire à l'audience à Marseille lors du procès Raoult, où la présidente avait regardé les pièces que je lui ai données. Elle a jugé qu'il n'y avait pas de raison de m'empêcher de faire mon travail. Ici, la présidente a défini autrement. Je pense que c'est une bonne décision, un bon sujet à débattre dans un tribunal, de manière à ce qu'on puisse définir exactement, a-t-on besoin d'un sésame, c'est-à-dire une carte de presse pour pouvoir faire un métier, ou un journaliste qui est directeur de la rédaction d'un journal, salarié de cette société, inscrit au cabis de cette société, qui remplit donc les conditions fixées par la loi, parce que, je rappelle, que quand on remplit ces conditions, on devrait pouvoir l'exercer. D'ailleurs, il y a déjà des médias, il y a des jurisprudences qui le dictent. L'AFP le dit, non, nous n'avons pas besoin d'une carte de presse pour exercer le métier de journalisme. Il y a certaines conditions, bien sûr. Mais moi, j'ai des journalistes chez François, ils ont la carte de presse. Je suis aussi directeur de la publication et aujourd'hui, il y a un débat entre est-ce que le directeur de la publication peut avoir une carte de presse ou pas. Et ce débat n'est pas vraiment tranché. Donc c'est encore une fois une barrière, c'est une censure pour exercer un métier. J'espère que tous les individus qui respectent la charte de Munich et les devoirs du journaliste, qu'ils aient une carte de presse ou pas, puissent décemment exercer leur métier. Et on sait que c'est déjà suffisamment difficile d'informer aujourd'hui et de respecter tout cela. Je rappelle qu'il y a un des autres devoirs de la charte de Munich, c'est de corriger l'information quand on apprend quelque chose de faux. Je pense que je n'ai jamais vu Conspiracy Watch corriger quoi que ce soit. Et j'aimerais bien un jour qu'il y ait un véritable débat sur l'usage des fonds publics et le financement de ce genre d'officine. Je pense que les gens qui suivent François, d'abord, ils savent qu'on respecte cela. Ils savent qu'on se bat on se bat vraiment pour la liberté d'expression et qu'on se battra parce que notre analyse est basée sur des éléments factuels. Et quand on exerce une opinion, quand j'écris un édito, je le mets dans la section opinion. Je ne fais pas état dans la section des médias, mais quand je parle, par exemple, de la procédure pénale contre Ursula von der Leyen, c'est un article qui est factuel, où je vais chercher les éléments, et de manière factuelle, en interviewant les gens, en allant récupérer les documents. Et ce qu'il y a de fondamental, c'est que les médias font plus d'opinion. Et aujourd'hui, on a vu l'avocat plaider le délit d'opinion, qu'on essaye d'instaurer, et on est encore dans un pays avec une constitution, avec la liberté d'expression, et surtout avec un droit fondamental, c'est de pouvoir librement s'exprimer. Dès lors que l'on consacre le délit d'opinion, eh bien oui, tout à l'heure vous avez posé la question, est-on encore dans une démocratie? Eh bien on ne l'est plus dans une démocratie. Et à ce moment-là, il faut en tirer les conséquences.